Une nuit à Marseille, une femme noire au volant d'une Peugeot devient la cible d'une injustice raciste si choquante qu'elle pourrait faire tomber tout un système. Avant de plonger dans ce drame brûlant, si vous êtes révolté par l'abus de pouvoir, commentez Justice et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si ce n'est pas votre style, un like suffira. Mais restez jusqu'au bout, une révélation explosive vous attend et elle va vous secouer. Sous les néons blafards d'une station-service marseillaise, la procureure générale Sophie Laurent, une femme noire de 42 ans au regard d'acier, remplit le réservoir de sa Peugeot 508. L'air nocturne, chargé d'une tension sourde, est soudain brisé par le hurlement d'une sirène. Deux policiers, Jacques Dubois et Éric Moreau, surgissent, leurs gyrophares projetant des éclats menaçants. Sans motif, Dubois s'approche, un rictus méprisant aux lèvres. « Une noire dans une voiture comme ça ?» ricane-t-il, sa voix dégoulinant de racisme. « T'as volé ça où ?» La foule, rare à cette heure, s'immobilise, tandis que Sophie, la rage bouillonnant dans ses veines, garde son calme. Elle sait que répondre pourrait aggraver la situation, mais son silence est une arme. Dubois, furieux, frappe le capot, exigeant son identité. Un détail glaçant émerge. Un message radio, capté par un passant, révèle que les officiers ont ciblé Sophie après un signalement anonyme bidon, une tactique courante pour harceler les minorités. Ce piège, digne des injustices dénoncées dans les banlieues françaises, attise la colère de Sophie. Elle fixe Dubois, sa voix tranchante. « Vous venez de faire une erreur monumentale. » La tension explose. La nuit devient un champ de bataille. Et Sophie, incarnation de la justice outragée, est prête à riposter, promettant une tempête qui ébranlera Marseille. Sous les néons crus de la station-service, où l'odeur d'essence se mêle à l'indignation, Jacques Dubois, policier aguerri au regard mauvais, transforme une banale vérification en un spectacle de mépris raciste. Son collègue, Éric Moreau, plus jeune mais tout aussi complice, observe avec une satisfaction malsaine. Dubois, planté devant Sophie Laurent, la procureure générale noire de 42 ans, laisse éclater son venin. « Une noire dans une Peugeot 508 ?» crache-t-il, sa voix lourde de dédain. « Retourne d'où tu viens, ce genre de voiture n'est pas pour toi. » Ces mots, comme une gifle, résonnent dans la nuit marseillaise, évoquant les insultes racistes lancées dans les banlieues françaises où des contrôles d'identité dégénèrent en humiliation. Sophie, droite comme un chêne face à la tempête, sent une rage volcanique monter en elle, mais son visage reste un masque de froide détermination. La foule, clairsemée mais attentive, retient son souffle. Un employé de la station, un jeune maghrébin, filme discrètement la scène avec son téléphone, capturant chaque mot toxique de Dubois. Dubois, enhardi par l'absence de témoins officiels, s'approche davantage, son badge scintillant comme un symbole d'impunité. « Tu penses que t'es quelqu'un parce que t'as une belle bagnole ?» ricane-t-il, frappant le capot de la Peugeot avec sa matraque, un geste délibéré pour intimider. « Les gens comme toi, on les remet à leur place. » Ces paroles, chargées d'une violence raciale crue, ne sont pas seulement une attaque contre Sophie, mais contre chaque personne de couleur qui a osé revendiquer sa dignité dans une société française encore marquée par les préjugés. Sophie, les poings serrés, réplique d'une voix tranchante « Vous n'avez aucune idée de qui je suis, mais vous allez bientôt le regretter. » Sa réponse, tel un défi lancé à un Goliath raciste, fait vaciller Dubois un instant, mais il redouble d'arrogance, ordonnant à Moreau de vérifier les papiers de Sophie. Un coup de théâtre fait basculer la scène dans une tension insoutenable. Alors que Moreau s'apprête à fouiller le véhicule, un passant, une femme d'âge mûr nommée Aïcha, s'avance, son téléphone à la main. « J'ai tout entendu !» crie-t-elle, brandissant l'appareil comme une arme. « Vous l'avez insulté à cause de sa couleur de peau. » Cette intervention, digne des soulèvements citoyens en France face aux abus policiers, électrise l'atmosphère. Dubois, furieux, tente de saisir le téléphone. Mais Aïcha recule, protégée par l'employé de la station qui s'interpose. La vidéo, déjà partagée sur les réseaux sociaux, commence à circuler, attirant l'attention de militants marseillais comme ceux de SOS Racisme. Ce moment, capturé en temps réel, transforme l'incident en un scandale public, un écho des affaires françaises où des citoyens ordinaires deviennent des témoins cruciaux contre l'injustice. Sophie, profitant de l'agitation, fixe Dubois avec un regard qui pourrait fendre la pierre. « Vous venez de violer la loi, » dit-elle, sa voix vibrante d'une colère froide, « et je vais m'assurer que vous en payez le prix. » Dubois,
déstabilisé par la foule naissante et la vidéo qui circule, tente de reprendre le contrôle. « On fait juste notre boulot !» aboie-t-il, mais sa voix trahit une nervosité croissante. Moreau, moins sûr de lui, murmure à son collègue « Jacques, on devrait vérifier ses papiers avant que ça dégénère. » Mais Dubois, ivre de son propre pouvoir, ignore l'avertissement et ordonne à Sophie de se taire et d'obéir. Cette escalade, comme un prélude à une tragédie de Racine, fait monter la tension à son comble. La foule, maintenant plus nombreuse, commence à scander « Honte à vous », un cri qui résonne comme les manifestations françaises pour la justice sociale. Ce face-à-face, bien plus qu'une simple interpellation, incarne une lutte universelle contre le racisme institutionnel, un fléau dénoncé en France lors des débats sur les contrôles au faciès. Sophie, telle une Marianne noire défiant l'oppression, représente toutes les victimes de ce système, des jeunes des quartiers aux professionnels humiliés pour leur couleur de peau. Un détail glaçant émerge, ajoutant une couche de suspense. Sophie aperçoit, dans le reflet de la vitre de sa voiture, un troisième officier observant la scène depuis une voiture banalisée garée à l'écart. Ce mystérieux spectateur, dont l'identité reste inconnue, suggère une conspiration plus vaste, un réseau d'officiers prêts à protéger Dubois à tout prix. Cette découverte, comme une intrigue tirée d'un roman de Balzac, attise la rage de Sophie. Elle sait que cet incident n'est pas isolé, mais le symptôme d'un mal profond, enraciné dans les institutions qu'elle a juré de réformer. Alors que Dubois, rouge de colère, exige une nouvelle fois ses papiers, Sophie, inflexible, se prépare à riposter, non pas avec des mots, mais avec la puissance de la justice qu'elle incarne, promettant une bataille qui ébranlera Marseille et au-delà. Jacques Dubois, les yeux brûlants de mépris raciste, et Éric Moreau, son complice nerveux, franchissent une ligne irréparable. Lorsque Sophie refuse de laisser fouiller sa Peugeot 508 sans motif légal, invoquant ses droits avec une autorité froide, Dubois explose. « Tu crois que t'es au-dessus de nous, hein ?» rugit-il, sa matraque s'abattant sur le rétroviseur de la voiture, le brisant en 1000 éclats. « Les Noirs comme toi, on les remet à leur place. » Ces mots, crachés avec une haine viscérale, évoquent les violences racistes dénoncées dans les banlieues françaises, où des contrôles d'identité se transforment en humiliation. La foule, désormais plus dense, murmure, choquée, tandis qu'Aïcha, la passante courageuse, continue de filmer, sa vidéo devenant une arme virale sur les réseaux sociaux. Mais la situation dégénère à une vitesse terrifiante. Moreau, enhardi par la fureur de Dubois, s'avance et agrippe le bras de Sophie, la poussant violemment contre la carrosserie. « Bouge pas, ou ça va mal finir !» grogne-t-il, ses doigts s'enfonçant dans son poignet. Dans un geste brusque, il arrache son sac à main et le jette au sol, éparpillant son contenu. Clé, portefeuille et une pochette contenant sa carte de procureur. Puis, sans hésiter, Dubois sort des menottes, le métal scintillant sous les néons comme une menace mortelle. « T'es en état d'arrestation pour désobéissance !» aboie-t-il, claquant les menottes sur ses poignets avec une force inutile. La douleur mordante du métal contre sa peau attise la rage de Sophie, mais elle garde un silence glacial, ses yeux fixant Dubois comme pour graver son visage dans sa mémoire. Ce moment, d'une brutalité crue, rappelle les récits des abus policiers en France où des citoyens, ciblés pour leur couleur de peau, sont réduits à des objets de contrôle. Un coup de théâtre fait basculer la scène dans une tension insoutenable. Alors que Dubois s'apprête à fouiller la voiture, un cri déchire la nuit. Un adolescent, caché derrière une pompe, surgit, brandissant son téléphone. « J'ai tout filmé depuis le début !» hurle-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous l'avez insulté, vous l'avez frappé !» Ce garçon, Sofiane, un lycéen du quartier, avait assisté à la scène depuis son vélo. Sa vidéo, plus claire que celle d'Aïcha, capture non seulement l'agression, mais aussi un échange radio où Dubois demande à un collègue de « couvrir l'incident, c'est juste une noire qui fait des histoires ». Cette preuve, comme une grenade dégoupillée, fait vaciller les officiers. Dubois, rouge de colère, tente de s'approcher du garçon, mais la foule, maintenant furieuse, forme un mur humain autour de Sofiane. « Laissez-le !» crie Aïcha, sa voix portant comme un écho des révoltes françaises, des manifestations pour Adama Traoré au soulèvement des banlieues. Sophie, menottée, sent une colère incandescente monter en elle, mêlée d'une lucidité aiguisée par des années à combattre l'injustice. « Vous venez de commettre une faute grave », dit-elle, sa voix basse mais tranchante, chaque mot pesant comme un verdict.
Et je vais m'assurer que vous en payez le prix. Dubois, déstabilisé par la foule et les vidéos qui circulent, tente de reprendre le contrôle. Tais-toi, ou je t'emmène au poste, menace-t-il, mais sa voix trahit une panique naissante. Moreau, moins sûr de lui, murmure « Jacques, on devrait vérifier qui elle est avant que ça explose. » Mais Dubois, aveuglé par son arrogance raciste, refuse d'écouter, ordonnant à Sophie de rester à sa place, tout en fouillant son sac éparpillé. Ce moment, chargé d'une intensité digne d'un drame de Racine, transforme la station-service en un théâtre de la révolte, où chaque geste est un défi à l'ordre établi. Cette scène incarne une lutte universelle, celle d'une femme noire face à un système qui, comme en France lors des débats sur les contrôles au faciès, tolère l'abus de pouvoir sous couvert d'autorité. Sophie, telle une Marianne défiant l'oppression, représente toutes les victimes de ce racisme institutionnel, des jeunes, des quartiers aux professionnels humiliés. Un détail glaçant ajoute une couche de suspense. Sophie remarque, parmi les badauds, un homme en civil observant la scène depuis une voiture banalisée. Son regard, froid et calculateur, suggère qu'il est plus qu'un simple spectateur, peut-être un supérieur de Dubois, prêt à intervenir pour protéger ses hommes. Cette menace implicite, comme une intrigue tirée d'un roman de Balzac, attise la rage de Sophie. Alors que les menottes mordent de ses poignets et que la foule scande « Justice !», elle sait que cette nuit marseillaise n'est que le début d'une bataille qui ébranlera les fondations d'un système pourri, et elle est prête à le faire tomber, quoi qu'il en coûte. Alors que la station-service de Marseille, théâtre d'une agression raciste brutale, vibre encore sous le poids des menottes claquant sur les poignets de Sophie Laurent, un silence lourd s'installe, brisé seulement par les murmures indignés de la foule. Mais dans cette nuit de révolte, une découverte fracassante transforme la colère de Sophie en une arme prête à faire trembler les fondations d'un système corrompu. Dans l'obscurité oppressante de la station-service, où les éclats de verre du rétroviseur brisé scintillent comme des témoins muets de l'injustice, Sophie Laurent, procureure générale noire de 42 ans, reste menottée, son regard brûlant d'une rage contenue. Jacques Dubois et Éric Moreau, les deux officiers qui l'ont humiliée, poursuivent leur fouille illégale, ignorant ses protestations. Mais alors que Dubois, avec un rictus de triomphe, ramasse le contenu éparpillé de son sac, ses doigts s'arrêtent sur une pochette de cuir noir. Il l'ouvre et son visage se fige. Sous la lumière crue des néons, l'insigne doré de procureur général de Marseille brille comme un verdict. Procureur général. Sophie Laurent, lit-il à voix basse, sa voix tremblant d'une peur naissante. Moreau, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, blêmit. Jacques, c'est elle ? Balbutie-t-il, réalisant qu'ils viennent de s'attaquer à la femme qui dirige l'enquête sur les abus racistes de leur propre département. La foule, alertée par le changement d'attitude des officiers, s'agite, tandis que la vidéo de Sofiane, le lycéen témoin, continue de circuler en ligne, attisant une tempête médiatique. Ce moment de choc, digne d'un retournement dramatique dans un drame de Corneille, marque un tournant. Sophie, toujours menottée, sent une colère volcanique monter en elle, mêlée d'une satisfaction froide. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre carrière », dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme une lame de guillotine. Dubois, le visage décomposé, tente de reprendre contenance. « C'est un malentendu », bredouille-t-il, lâchant la pochette comme si elle brûlait. Mais Sophie, inflexible, le fixe avec un regard qui pourrait faire plier un mur. « Un malentendu ?» répète-t-elle, chaque mot chargé d'une fureur qui fait trembler l'air. « Vous m'avez insulté, menotté et agressé parce que je suis noir. Cela n'a rien d'un malentendu. » Ces paroles, comme un cri de ralliement, résonnent dans la nuit marseillaise, évoquant les luttes françaises contre le racisme institutionnel, des manifestations pour George Floyd au combat de SOS Racisme. Un rebondissement glaçant ajoute une couche de suspense. Alors que Dubois, paniqué, ordonne à Moreau de retirer les menottes, Sophie aperçoit un objet dans son sac éparpillé. Une clé USB, glissée là par un collègue anonyme quelques jours plus tôt, marquée d'un simple mot, « vérité ». Intriguée mais consciente de l'urgence, elle se souvient d'un message cryptique reçu à son bureau. Pour Dubois, regarde les archives. Cette clé, comme une énigme tirée d'un roman de Dumas, contient peut-être des preuves accablantes. Des enregistrements ou des documents liant Dubois à un réseau de corruption au sein de la police marseillaise. Cette découverte, bien que non encore explorée, attise la rage de Sophie. Elle sait que cet incident n'est pas isolé, mais le symptôme d'un mal plus profond,
enracinée dans les institutions qu'elle a juré de réformer. La foule, maintenant galvanisée, scande « Justice », un écho des soulèvements populaires en France où les citoyens se dressent contre l'impunité. Aïcha, la passante courageuse, brandit son téléphone, criant « Le monde entier vous voit maintenant !» Dubois, acculé, tente de minimiser l'incident. « On ne savait pas qui vous étiez », plaide-t-il, sa voix tremblante. Mais Sophie, libérée des menottes, se redresse, sa silhouette imposante sous les néons. « Et si je n'avais pas été procureur ?» tonne-t-elle, sa voix vibrant d'une colère qui transcende la station-service. « Si j'avais été une femme noire ordinaire, où serais-je maintenant? Dans votre cellule, humiliée, ou pire ?» Ces mots, d'une puissance brute, frappant la foule comme un coup de fouet, rappelant les récits des victimes de contrôle au faciès en France, où l'injustice raciale est une réalité quotidienne. Dubois, rouge de honte et de peur, tente une dernière provocation. « Vous ne pouvez rien prouver », ricane-t-il, mais son assurance s'effrite sous le poids des regards accusateurs. Moreau, plus jeune et visiblement terrifié, murmure « Jacques, arrête, on est foutu ». Mais Sophie, tel un phare dans la tempête, ne cède pas. « Vous pensez que ça s'arrête ici ?» dit-elle, sa voix un mélange de défi et de promesse. « Je vais m'assurer que vous et tous ceux qui vous protègent répondiez de vos actes. » Ce moment, chargé d'une intensité dramatique, transforme la station-service en un champ de bataille morale, où Sophie incarne une lutte universelle contre le racisme institutionnel. Un détail poignant ajoute une profondeur tragique. Alors que Sophie ramasse son sac, elle aperçoit, parmi ses affaires, une photo froissée d'elle et de son père, un immigré sénégalais qui lui avait appris à ne jamais baisser la tête. Cette image, comme un talisman, ravive sa colère, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les générations opprimées. Alors que la foule continue de scander et que les sirènes d'autres patrouilles approchent, Sophie sait que cette nuit marseillaise marque le début d'une guerre contre un système pourri, et elle est prête à la mener jusqu'au bout, avec la clé USB comme une arme secrète qui pourrait tout changer. Sous le ciel étoilé de Marseille, où les murmures de la foule se mêlent aux grondements lointains de la ville portuaire, Sophie Laurent, procureure générale noire de 42 ans, se tient droite, ses poignets encore rougis par les menottes. La révélation de son identité a brisé l'arrogance de Dubois, dont le visage blême trahit une panique grandissante. Moreau, tétanisé, balbutie des excuses, mais Sophie, animée par une colère aussi ancienne que les luttes contre l'injustice en France, ne leur laisse aucun répit. « Vous pensez que vos excuses effacent vos actes ?» tonne-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur froide, comme un écho des discours enflammés de figures comme Aimé Césaire dénonçant l'oppression. « Vous m'avez agressé parce que je suis noir, et maintenant vous réalisez votre erreur? C'est trop tard. » La foule, galvanisée par son courage, scande « Justice !», un cri qui résonne dans les rues marseillaises, rappelant les manifestations françaises pour les victimes de violences policières. Ce face-à-face, loin d'être une simple confrontation, devient un champ de bataille morale. Sophie, tel un phare dans la tempête, fixe Dubois avec un regard qui pourrait faire plier l'acier. « Dites-moi, lance-t-elle, chaque mot pesant comme un verdict, combien d'autres avez-vous traités ainsi? Combien de Noirs, d'Arabes, de gens comme moi avez-vous humiliés sans conséquence ?» Dubois, acculé, tente de répondre, mais ses mots s'étranglent dans sa gorge. Moreau, plus jeune, baisse les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de Sophie. La foule, maintenant dense, forme un cercle autour de la scène, leur téléphone capturant chaque instant. Aïcha, la passante héroïque, crie « Vous êtes filmé, le monde entier verra votre honte ». Cette vidéo, comme une torche dans l'obscurité, s'apprête à enflammer les réseaux sociaux de Marseille à Paris. Un coup de théâtre fait grimper la tension à son paroxysme. Alors que Sophie ramasse ses affaires éparpillées, elle remarque la clé USB marquée « Vérité » qu'elle avait repérée plus tôt. Dans un élan instinctif, elle la glisse dans sa poche, mais un détail troublant attire son attention. Un carnet, tombé de la veste de Dubois lors de l'altercation, gît sur le sol. Intriguée, elle se baisse pour le ramasser, ignorant les protestations de Dubois. À l'intérieur, des notes manuscrites révèlent une liste de noms. Des citoyens de quartiers populaires, majoritairement d'origine africaine ou maghrébine, suivis de dates et de mots codés comme « contrôle renforcé » ou « intimidation ». Ce carnet, comme une page arrachée d'un roman de Zola, expose un système d'intimidation raciale orchestré par Dubois et d'autres officiers.
Cette découverte, aussi glaçante qu'un complot dévoilé, fait bouillir le sang de Sophie. C'est une liste de cibles, murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Vous traquez des innocents pour leur couleur de peau. La foule, alertée par son ton, s'approche, et Sofiane, le lycéen témoin, filme le carnet, amplifiant le scandale. Montrez ça au monde, crie-t-il, sa voix juvénile portée par une colère collective. Dubois, paniqué, tente de récupérer le carnet, mais Sophie le brandit hors de portée. Vous pensiez que personne ne saurait ? Lance-t-elle, sa voix un mélange de défi et de mépris. Ce carnet est une preuve, et je vais m'assurer qu'il vous enterre. Cette confrontation, digne des grands drames judiciaires français, transforme la station-service en une arène où la justice, incarnée par Sophie, défie un système gangrené par le racisme. Les caméras des badauds capturent chaque seconde, et les hashtags comme « Justice pour Sophie » commencent à inonder les réseaux, évoquant les soulèvements numériques qui ont secoué la France lors d'affaires similaires. Sophie, malgré la douleur de ses poignets et l'humiliation subie, sent une force nouvelle l'envahir. Elle pense à son père, un immigré sénégalais qui lui a appris à se battre pour la dignité, et à toutes les victimes anonymes de Dubois. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, dit-elle, sa voix résonnant comme un serment. Et je vais m'assurer que vous, et tous ceux qui vous protègent, répondiez de vos crimes. » Dubois, rouge de honte, tente une dernière provocation. « Vous n'avez rien contre nous, ricane-t-il, mais sa voix tremble. Moreau, terrifié, murmure « Jacques, arrête, on est cuit. » Mais Sophie, tel un roc face à la tempête, reste inébranlable. Ce moment incarne une lutte universelle, celle d'une femme noire contre un système qui, comme en France lors des débats sur les contrôles aux faciès, tolère l'abus sous couvert d'autorité. Un détail poignant ajoute une profondeur tragique. Alors que Sophie s'éloigne, elle aperçoit, dans la foule, une adolescente qui la fixe, les yeux pleins de larmes et d'admiration. Cette jeune fille, peut-être une future victime de ce système, rappelle à Sophie pourquoi elle se bat. Alors que les sirènes d'autres patrouilles approchent, elle serre la clé USB et le carnet dans sa main, prête à transformer cette nuit d'injustice en une révolution qui ébranlera Marseille et au-delà, avec la promesse d'une justice implacable. Dans les rues sombres de Marseille, où les échos de la confrontation à la station-service se propagent comme un feu de broussailles, Sophie Laurent, procureure générale noire de 42 ans, rentre chez elle, le carnet et la clé USB serrés dans son sac comme des armes prêtes à faire tomber un empire corrompu. Mais l'épreuve est loin d'être terminée. À peine arrivée dans son appartement, elle trouve une enveloppe glissée sous sa porte, marquée d'un simple « arrêté ». À l'intérieur, une note manuscrite, écrite en lettres rouges « Continuez, et votre famille paiera ». Cette menace, d'une cruauté glaciale, évoque les intimidations subies par les militants français, des lanceurs d'alerte aux avocats des droits humains, confrontés à un système qui protège ses bourreaux. Sophie, les poings serrés, sent une rage incandescente monter en elle, mêlée d'une peur qu'elle refuse d'admettre. Elle pense à sa mère, retraitée vivant seule à Nice, et à son frère, enseignant à Lyon, tous deux vulnérables face à ces ombres anonymes. Mais cette peur ne fait qu'attiser sa détermination, comme une flamme ravivée par le vent. La pression s'intensifie dans les jours qui suivent. La Fédération des syndicats de police, un bastion de pouvoir comparable au lobby influent en France, publie un communiqué virulent, accusant Sophie de manipuler l'incident pour des motifs raciaux et exigeant sa suspension. Cette attaque, relayée par des médias sensationnalistes, rappelle les campagnes de diffamation contre des figures comme Christiane Taubira, vilipendée pour son combat contre l'injustice. Les réseaux sociaux s'embrasent, avec des hashtags comme Acri, Laurent Menteuse, orchestrés par des comptes liés à des cercles pro-police. Une émission télévisée, dans le style des débats houleux de BFM TV, dissèque chaque mot de Sophie, la dépeignant comme une procureure vengeresse qui se divise la France. Pourtant, au cœur de ce tourbillon, Sophie reste un roc, sa colère transformée en une résolution d'acier, digne des héroïnes françaises comme Louise Michel, qui ont défié l'adversité avec une audace inflexible. Un coup de théâtre fait grimper la tension à un niveau insoutenable. En examinant la clé USB dans son bureau sécurisé, Sophie découvre des enregistrements audio clandestins fournis par un dénonciateur anonyme au sein de la police. Dans l'un d'eux, Dubois, avec un rire gras, se vante d'avoir ciblé des Noirs et des Arabes pour nettoyer Marseille, sous les ordres d'un supérieur nommé Claude Vasseur,
un haut fonctionnaire de la préfecture. Ces révélations, comme une bombe lâchée sur un champ de bataille, exposent un réseau de corruption raciale au cœur des institutions marseillaises. Un scandale digne des affaires françaises impliquant des abus systémiques. Sophie, en écoutant les enregistrements, frappe son bureau, renversant un cadre photo de son père, un immigré sénégalais qui lui avait appris à ne jamais plier. « Ils ont construit un empire sur notre douleur », s'écrie-t-elle, sa voix brisée par une fureur qui menace de la consumer. Mais les représailles ne tardent pas. Une nuit, alors qu'elle quitte le tribunal, une voiture noire aux vitres teintées la suit à distance, ses phares éteints dans les ruelles du Vieux-Port. Lorsqu'elle accélère, le véhicule disparaît, mais un message anonyme arrive sur son téléphone. « Vous n'êtes rien sans votre titre ». Cette traque, comme une intrigue tirée d'un thriller de Balzac, fait monter la tension à son comble. Sophie, refusant de céder à la peur, contacte une alliée inattendue. Amira Khalil, une journaliste d'investigation connue pour ses enquêtes sur les abus policiers dans les banlieues. Amira, inspirée par l'esprit de figures comme Edoui Plenel, promet de diffuser les enregistrements et de protéger les preuves. Cette alliance, née dans l'urgence, galvanise Sophie, qui voit en Amira une partenaire dans sa croisade contre l'injustice. La foule marseillaise, informée par les vidéos virales de Sofiane et Aïcha, commence à se rassembler devant le tribunal, brandissant des pancartes avec des slogans comme « Non au racisme policier ». Ces manifestations, évoquant les soulèvements des Gilets jaunes ou les marches pour la justice sociale, deviennent un cri collectif contre un système qui protège des hommes comme du bois. Un détail poignant ajoute une profondeur tragique. Parmi les manifestants, Sophie aperçoit une femme âgée tenant une photo de son fils, victime d'un contrôle brutal par Dubois des années plus tôt. Cette image, comme un rappel des vies brisées, attise la rage de Sophie. « Ils ne peuvent pas continuer à nous effacer », murmure-t-elle, serrant la clé USB comme un serment. Alors que les menaces s'accumulent et que la fédération policière intensifie ses attaques, Sophie, telle une Marianne noire défiant l'oppression, refuse de plier. Elle sait que ce combat, né d'une agression raciste à une station-service, est plus grand qu'elle. Chaque insulte, chaque menace, chaque tentative de la réduire au silence renforce sa détermination. Ce n'est plus seulement une affaire personnelle, c'est une guerre contre un système qui prospère sur le racisme et l'impunité. Et Sophie est prête à la mener jusqu'au bout, avec le carnet et la clé USB comme des armes qui pourraient tout changer. Sous les voûtes imposantes du tribunal de Marseille, où la lumière des vitraux filtre une aura solennelle, Sophie Laurent, procureure générale noire de 42 ans, se tient au centre d'une tempête judiciaire. La salle d'audience, bondée de journalistes, de familles de victimes et de militants, vibre d'une tension si palpable qu'elle semble prête à exploser. Jacques Dubois et Éric Moreau, les deux officiers responsables de l'agression raciste à la station-service, sont assis à la table des accusés, leurs uniformes remplacés par des costumes mal ajustés. Dubois, autrefois arrogant, fixe le sol, ses mains crispées trahissant une peur qu'il ne peut dissimuler. Moreau, plus jeune, semble rétréci, ses yeux fuyants évitant le regard de Sophie. La procureure, dans sa robe noire, incarne une colère froide, une rage forgée par l'humiliation subie et les décennies d'injustice qu'elle a juré de combattre, un écho des luttes françaises contre le racisme institutionnel, des affaires Dreyfus aux manifestations pour Adama Traoré. Le procès, devenu un événement national, est retransmis en direct, les caméras capturant chaque instant comme un drame de Racine. Sophie, en tant que victime et procureure, délègue l'accusation à son collègue, le procureur adjoint Karim Saïdi, dont la voix claire tranche l'air. « Mesdames et messieurs les jurés », commence-t-il, les accusés Jacques Dubois et Éric Moreau ont violé les droits fondamentaux de Sophie Laurent, motivés par un racisme flagrant et un abus de pouvoir. Il présente la vidéo de la station-service, projetée sur un écran géant. Chaque image, les insultes de Dubois, le bris du rétroviseur, les menottes claquant sur les poignets de Sophie, arrachent des murmures indignés à la foule. Un moment déchirant survient lorsque la caméra zoome sur le visage de Sophie, stoïque malgré la douleur, un symbole de dignité face à l'oppression. La salle, bouleversée, évoque les foules françaises scandant pour la justice lors des grandes affaires judiciaires. Un coup de théâtre fait basculer l'audience dans un chaos contrôlé. Saïdi dévoile le contenu de la clé USB trouvée par Sophie. Un enregistrement où Dubois admet avoir ciblé des citoyens noirs et maghrébins pour maintenir l'ordre, sous les ordres de Claude Vasseur,
un haut fonctionnaire de la préfecture. Mais une nouvelle preuve, découverte la veille, électrise la salle. Un témoin surprise, une ancienne collègue de Dubois nommée Camille Roche, se présente à la barre. Tremblante plus déterminée, elle révèle avoir été témoin de multiples abus de Dubois, y compris une agression contre un adolescent sénégalais, étouffé par Vasseur. « Il m'a menacé pour que je me taise », confesse-t-elle, sa voix brisée. Cette révélation, comme une grenade dégoupillée, expose un réseau de corruption au sein de la police marseillaise, un scandale digne des enquêtes françaises sur les abus systémiques. La défense, menée par l'avocat Pierre Lemaire, tente de minimiser l'incident. « Mes clients ont agi sous pression dans le cadre de leurs fonctions », plaide-t-il, sa voix mielleuse cherchant à apaiser le jury. Mais Sophie, depuis la table des témoins, démonte ses arguments avec une précision chirurgicale. « Un cadre ne justifie pas le racisme », déclare-t-elle, sa voix vibrante d'une fureur contenue. « Ils m'ont traité comme une criminelle parce que je suis noire. S'ils peuvent faire cela à une procureure, imaginez ce qu'ils font à ceux qui n'ont pas de voix. » Ces mots, d'une puissance brute, font frémir la salle, un écho des discours enflammés de figures comme Angela Davis ou des militants français pour l'égalité. La tension atteint son apogée lorsque le jury, après 3 heures de délibération, revient avec son verdict. Le président, une femme au visage grave, se lève. « Nous, le jury, déclarons Jacques Dubois et Éric Moreau coupables de détention illégale, abus de pouvoir et incitation à la haine raciale. » La salle explose. Cris de joie, sanglots, applaudissements. Une mère dans la foule, dont le fils a été victime de Dubois, tombe à genoux, murmurant « Enfin !» Dubois, menotté, reste figé, son visage blême comme s'il voyait son monde s'effondrer. Moreau, en larmes, baisse la tête, incapable de supporter le poids de la condamnation. Sophie, immobile, ne célèbre pas. Son regard, fixé sur les accusés, est celui d'une femme qui sait que cette victoire, bien que monumentale, n'est qu'un pas dans une guerre plus vaste. Un détail poignant ajoute une profondeur tragique. Alors que Dubois est emmené, il lance un regard venimeux à Sophie, murmurant « Vous paierez pour ça ». Cette menace, bien que vaine, rappelle les représailles subies par Sophie, les lettres anonymes, la voiture noire, les attaques médiatiques. Mais elle reste inébranlable, portée par la mémoire de son père et des victimes anonymes qu'elle représente. Le juge prononce la sentence. 3 ans de prison ferme pour Dubois, assortie d'une interdiction définitive d'exercer. Moreau, moins impliqué, écope d'une peine de probation et de travaux d'intérêt général. Ce verdict, un triomphe pour Sophie, marque un tournant, un écho des combats français pour une justice équitable, où l'impunité n'a plus sa place. Si ce verdict vous galvanise, commentez « Victoire » et partagez cette histoire pour amplifier la voix des opprimés. Abonnez-vous pour découvrir la suite, car la bataille de Sophie est loin d'être terminée. Dans les rues vibrantes de Marseille, où les vagues de la Méditerranée semblent murmurer des chants de résistance, l'onde de choc du procès de Dubois et Moreau embrase la ville. Sophie Laurent, procureure générale noire de 42 ans, devient une icône, une Marianne moderne dont le visage, marqué par une détermination farouche, orne les pancartes des manifestants. Les hashtags are Justice pour Sophie et Pabrock Marseille, debout inondent les réseaux sociaux, relayés de la Canebière au café de Belleville à Paris. Ce verdict, bien plus qu'une condamnation individuelle, est un cri de ralliement contre le racisme institutionnel, un écho des soulèvements français, des marches pour Adama Traoré au combat de la Ligue des droits de l'homme. Mais cette victoire, chèrement acquise, déclenche une tempête de représailles. Une nouvelle menace, digne d'un thriller de Balzac, surgit. Une lettre anonyme, glissée dans la boîte aux lettres de Sophie, contient une photo d'elle prise à son insu devant le tribunal, accompagnée d'un message glaçant « Vous avez gagné une bataille, pas la guerre ». Cette intrusion, comme un poignard dans l'ombre, attise la rage de Sophie, qui refuse de plier face à ceux qui veulent la réduire au silence. L'impact du procès dépasse les frontières de Marseille. Dans les jours qui suivent, le ministère de la Justice, sous pression publique, annonce une enquête nationale sur les abus policiers, un séisme comparable aux investigations françaises sur les violences dans les banlieues. 4 officiers de haut rang, liés à Claude Vasseur, le supérieur corrompu mentionné dans les enregistrements de Sophie, sont suspendus, tandis que des dossiers dormants sur des plaintes similaires sont rouverts à Lyon, Toulouse et Lille. Mais Sophie, dans son bureau austère,
sait que ces mesures ne sont que des façades si elles ne s'accompagnent pas d'un changement profond. Sa colère, loin de s'éteindre, se mue en une force créatrice. Elle lance une initiative audacieuse. Éclat de justice. Un programme communautaire visant à former les jeunes des quartiers populaires à leurs droits face aux abus policiers. Dans un centre communautaire du quartier de la Belle de Mai, Sophie, entourée d'adolescents comme Sofiane, le lycéen témoin de son agression, enseigne comment rédiger une plainte, filmer une interpellation ou exiger un avocat. Vous n'êtes pas seul, leur dit-elle, sa voix vibrante d'une colère constructive, votre voix est une arme. Cette initiative, inspirée par l'esprit des mouvements citoyens français comme ceux de 1968, devient un symbole d'espoir. Un rebondissement dramatique intensifie la tension. Une nuit, alors que Sophie quitte le centre après un atelier, une voiture noire aux vitres teintées surgit, freinant brutalement devant elle. Deux hommes masqués en sortent, l'un d'eux lançant une brique à travers la vitre du centre, accompagné d'un cri. « C'est un avertissement, Laurent. Arrêtez, ou votre famille est la prochaine. » L'attaque, capturée par une caméra de surveillance, choque Marseille. Sophie, figée un instant, ramasse un éclat de verre, ses yeux brûlants d'une fureur qui pourrait faire trembler les murs. « Ils pensent me faire peur ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante de défi. Elle contacte immédiatement Amira Khalil, la journaliste alliée, qui diffuse les images, transformant l'incident en un scandale national. Cette agression, comme un écho des intimidations subies par les militants français, galvanise les soutiens de Sophie. Des manifestations éclatent, avec des pancartes proclamant « Protégez Sophie », tandis que des associations comme SOS Racisme appellent à une réforme profonde de la police. Mais les ennemis de Sophie ne désarment pas. Une pétition, soutenue par des lobbies pro-police, exige sa destitution, l'accusant de partialité et de diviser la société. Ces attaques, semblables aux critiques contre les figures progressistes en France, ne font que renforcer sa résolution. Lors d'une conférence de presse, retransmise en direct, Sophie, face à un mur de micro, déclare « Ils veulent à me faire taire, mais je ne suis pas seule. Chaque victime, chaque voix étouffée est avec moi. » Ces mots, d'une puissance brute, font frémir la foule, un écho des discours enflammés de figures comme Frantz Fanon. Un détail poignant ajoute une profondeur tragique. Parmi les manifestants, Sophie aperçoit une adolescente tenant une affiche où elle a dessiné une balance noire, symbole d'une justice qu'elle incarne. Cette image, capturée par les médias, devient virale, touchant des millions de cœurs à travers le monde. Sophie, tel un phare dans la tempête, sait que ce combat, né d'une agression raciste à une station-service, est plus grand qu'elle. Elle représente les générations opprimées, des immigrés sénégalais comme son père, aux jeunes des quartiers marginalisés. Sa colère, canalisée dans « Éclat de justice », inspire des initiatives similaires à travers la France, de la Guillotière à Lyon aux Minguettes à Vénissieux. Alors que les enquêtes s'intensifient et que Vasseur est arrêté, Sophie, debout face à l'adversité, promet de continuer, avec la clé USB et le carnet comme des armes d'une révolution qui ne s'éteindra pas.